Bonjour à tous. C'est un remarquable livre que nous propose aujourd'hui Emmanuel de Varesquiel, remarquable par sa puissance d'analyse et par sa culture. Il a pour titre « Il nous fallait des mythes » et comme sous-titre « La Révolution et ses imaginaires de 1789 à nos jours ». Alors, partons à la découverte de cette période et de son auteur. Emmanuel de Varesquiel, bonjour. Bonjour. Vous êtes mayennais, vous racontez même que vous avez fait vos études au lycée, à Laval. Non, pas au lycée, à l'Immaculée Conception. Oui, au lycée d'Immaculée Conception. Historien, vous êtes déjà venu parler à ce micro de livres sur le XVIIIe siècle, comme celui consacré à Jeanne du Barry, ou un autre dédié aux 7 jours qui ont précédé la Révolution de 1789. Vous êtes docteur en histoire, professeur à l'école pratique des hautes études à Laval. Vous avez également écrit des ouvrages sur Talleyrand, Fouché, Les 100 jours, la reine Marie-Antoinette. Tous ont été de grands succès de librairie et l'objet de prix littéraires. Vous venez d'être élu à l'Institut, l'Académie des sciences morales et politiques. Dans cet ouvrage, Il nous fallait des mythes, vous parlez donc des mythes de notre époque. On pourrait penser donc à un livre de philosophie ou de sociologie. Mais il s'agit de la Révolution française, c'est donc un livre d'histoire. Vous évoquez aussi des événements récents, comme la présidence d'Emmanuel Macron, les Gilets jaunes ou même Tintin. Donc on pourrait penser à du journalisme. Alors, de quoi s'agit-il ? J'évoque des événements récents parce que je parle aussi des héritages de la Révolution française, de nos héritages, parfois que nous vivons sans vraiment en avoir conscience. Mais ce livre est un travail qui entre dans un cycle de réflexion que je tente de conduire sur les rapports de l'histoire à ses mémoires. Oui. Donc j'ai travaillé sur la Révolution française, je l'ai abordé sous divers angles, si j'ose dire, divers personnages, à travers des essais, des personnages comme Fouché, même Talleyrand. Oui. Comme j'avais conduit un séminaire à l'école pratique des hautes études qui s'appelle très pompeusement Iconographie politique du 19e siècle, qui était un travail d'analyse des rapports contradictoires ou complémentaires des images et de l'écrit, et précisément autour d'un certain nombre de thèmes qui touchaient à la Révolution française. J'ai pris le parti, après avoir publié un livre sur ce que j'appelle la Semaine sainte de la Révolution, c'est-à-dire cette semaine de juin 1789 par laquelle la Révolution advient, j'ai pris le parti de travailler sur les évolutions et les déformations de mémoire de la Révolution française sur les 2 siècles qui nous séparent de 89, 2 siècles et demi bientôt, et les raisons pour lesquelles la Révolution, puis les régimes qui se sont succédés à travers tout le 19e et le 20e, ont pensé qu'il était nécessaire, pour des raisons de légitimité politique, de construire ce qu'on pourrait appeler des événements fondateurs ou des mythes à la légitimité d'un régime tout nouveau, qui était tout de même inouï quand il advient en 1792, après 1000 ans de monarchie, qui s'appelle la République. Donc la République avait besoin d'événements fondateurs, des fondations d'une maison, si j'ose dire, pour d'abord se donner en spectacle et ensuite pour se légitimer. Et alors, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Alors, un mythe, dit mon dictionnaire, c'est un récit fabuleux, souvent d'origine populaire, qui met en scène des êtres comme des dieux, des héros, des animaux, des forces naturelles. Et mon dictionnaire propose comme synonyme fable, légende, illusion, rêve et même mensonge. Mais de quel mythe parlons-nous ? Non, mais un mythe, d'une façon générale, c'est la geste des origines et de leur sacralité. Ces mythes ne sont pas forcément toujours d'origine populaire, ils relèvent de constructions. S'agissant des mythes de la Révolution française, ils ont été organisés, voulus par les gouvernements successifs de la Révolution et des régimes qui ont suivi. Et ensuite, ils diffusent ou ils imprègnent la conscience collective et ils deviennent des mythes universels ou collectifs qui fondent cette geste de la nation française, voilà. Mais ce sont des mythes qui ont des origines et des raisons politiques. Et autour de cette notion d'une sacralisation d'un événement et d'un régime nouveau qui est la République. Au fond, ces mythes révolutionnaires sont
dans un certain sens, le signe d'un renversement de sacralité, de l'ancienne sacralité, entre guillemets, d'Ancien Régime, chrétienne, à une sacralité républicaine nouvelle, qui va être glorifiée, mise en valeur, mise en exergue, à travers le choix qui a été fait d'un certain nombre d'événements fondateurs, dont on parlera peut-être tout à l'heure, oui, qui précisément sont à l'origine de ce qui deviendra ce nouveau régime fondé sur le principe d'égalité, qui est le régime républicain proclamé le 21 septembre 1792 par les députés de la Convention nationale. Alors, votre ouvrage, Il nous fallait des mythes, n'est pas un récit événementiel de la Révolution, mais une recherche sur les héritages de la Révolution française. Alors, sommes-nous les héritiers de cette révolution de 1789 ? Alors, je reprends quand même votre formulation. Moi, je suis historien, donc je suis ni, comme vous l'avez dit de façon très pertinente tout à l'heure, je ne suis ni philosophe, ni sémiologue, ni anthropologue. Ni journaliste. Historien, ni journaliste peut-être. Au fond, le journaliste est l'historien du présent. Hein. Oui. Mais je travaille sur des sources. Et donc... tout mon travail, chapitre après chapitre dans ce livre, en prenant un certain nombre de symboles, de lieux, d'événements, et en regardant ou en analysant leur déformation de mémoire à travers ces 2 siècles qui nous séparent de la Révolution, tout mon travail, ça a été, source à l'appui, d'essayer de comprendre comment ces événements avaient été vécus par les acteurs à chaud, et et pour quelles raisons on les a... déplacés, déformés, pour certains réinventés, pour en faire précisément des événements fondateurs. Voilà, c'est ça ma démarche. C'est une démarche d'historien. Je pars du présent de l'événement, et ensuite j'essaye de suivre les évolutions de mémoire de cet événement à travers les différents régimes qu'il traverse et à travers ses mémoires. Mais alors, est-ce qu'on en est les héritiers de cette révolution-là? Alors, on en est bien sûr les héritiers, mais parfois, nous faisons de la révolution comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, c'est-à-dire que nous sommes tous conscients de ce que j'appelle les murs de la maison, c'est-à-dire les héritages institutionnels et administratifs de la révolution, les institutions, les codes, la révolution, le comité de législation de la Convention a préparé au fond ce qui deviendra par la suite, sous le consulat et Bonaparte, le code civil, et les différents autres codes criminels, etc. L'organisation administrative, les départements, tout ça on le sait. Ce qu'on sait un peu moins, c'est ce que j'appelle l'esprit dans la maison, c'est-à-dire les éléments de culture politique et sociale dont nous héritons et que nous pratiquons encore aujourd'hui sans en avoir tout à fait conscience. Par exemple, cette propension française à la culture politique de l'affrontement, plutôt qu'une culture de compromis, ou qui est une conséquence directe de la brutalité, de la soudaineté de cette révolution française, qui est de ce point de vue, même si elle s'inscrit dans un cycle révolutionnaire qui touche à la fois les États-Unis et l'Europe, mais qui fait un peu de cette révolution une exception française. C'est-à-dire qu'en fait, le renversement de souveraineté de la tête du roi à la tête de la nation se passe en quelques jours. C'est cette fameuse semaine de juin dont nous avons parlé tout à l'heure. Et donc, ce transfert d'absolutisme, ce passage de l'absolutisme royal à l'absolutisme de la nation puis de la République, fait que nous avons hérité entre autres de cette culture-là, mais de beaucoup d'autres choses. Par exemple, puisque la révolution se fait quand même sur des principes qui sont des abstractions, je pense à l'égalité ou à la liberté, on passe des libertés et franchises du royaume à la liberté, qui est une abstraction, l'égalité, la fraternité, l'indivisibilité. Nous avons cette sensibilité particulière aux mots, quitte à accepter parfois que les mots remplacent les faits ou les actes. Voilà. Nous sommes un peuple littéraire et nous sommes un peuple d'utopie, de fantasmes. Toute la révolution s'est construite. Le combustible même de la révolution relève de la rumeur, de l'utopie, du fantasme, du complot. Et nous sommes encore... nous ne sommes pas vraiment... les enfants légitimes de Descartes. Ouais. Nous sommes des êtres d'imagination et parfois d'utopie. La révolution, c'est aussi la recherche du bonheur universel, à travers les droits de l'homme, dont nous sommes les héritiers. Et donc, voilà un autre héritage. Et puis j'en vois un troisième ou un quatrième, c'est cette espèce de dichotomie
né sous la Révolution d'une double légitimité, une légitimité des urnes par représentation parlementaire, par délégation, pour reprendre ce qu'en a théorisé l'abbé Sieyès, d'un côté, et les assemblées parlementaires vont se suivre sous la Révolution, l'Assemblée constituante nationale, législative, et puis ensuite la Convention nationale, puis ensuite les conseils du directoire. Donc d'un côté ceci, et de l'autre une légitimité que j'appellerais de démocratie directe, qui est la légitimité de la rue, qui sous la Terreur est incarnée par les comités de surveillance, par les 48 sections parisiennes, par les sans-culottes parisiens, par la Commune de Paris. Et toute la Révolution, le combustible même de la Révolution qui conduit à la terreur, c'est ce rapport de force, c'est cet affrontement de légitimité entre la légitimité parlementaire d'un côté, assez faible sous la Révolution dans la mesure où la Convention est élue sur un très très fort pourcentage d'abstention, étant donné quand même l'acteur principal de tout ça, c'est la peur. Et de l'autre, une légitimité du peuple, entre guillemets, mais de quel peuple s'agit-il? Les activistes révolutionnaires, sur les 26 millions d'habitants que compte la France en 92, sont quelques centaines de milliers. Donc ces sans-culottes parisiens qui, pour obtenir des décrets de plus en plus radicaux, marchent sur la Convention nationale avec du canon, ce qu'on appelle les journées révolutionnaires, pour obtenir plus et éventuellement pour épurer la Convention de ces éléments douteux. Je pense par exemple à l'exclusion des Girondins les 29 mai et 2 juin 1793, qui les conduira à l'échafaud après l'exécution de Marie-Antoinette, fin octobre 93. Donc toute la Révolution repose sur cet affrontement, sur ce rapport de force, de légitimité très différentes. L'une est née du serment du Jeu de Paume le 20 juin 1789, et l'autre de la prise de la Bastille le 14 juillet suivant, et de cette notion de violence légitime du peuple. Et donc ces deux événements fondateurs dont je parle dans ce livre sont à l'origine de deux légitimités affrontées ou antinomiques, qui quelquefois se rejoignent, qui la plupart du temps se combattent, et dont nous observons les traces jusqu'à aujourd'hui. Je pense au phénomène des Gilets jaunes assez récent, à leur revendication pour un référendum d'initiative, le RIC, un référendum d'initiative citoyenne. C'est tout à fait, ceci s'inscrit tout à fait dans cette logique d'une légitimité de démocratie directe. Et ceci passe tout de même à travers toute notre histoire contemporaine par des envahissements des assemblées parlementaires. Et Dieu sait que nous sommes les spécialistes du genre. Nous nous étonnions de l'envahissement du Capitole par les partisans de Trump il y a quelques années, mais nous ferions mieux regarder la poutre qui est dans notre œil plutôt que de la paille qui est dans l'œil des Américains. Alors, le premier mythe dont vous parlez, c'est le serment du Jeu de Paume, ce fameux serment. Au début de la Révolution, tout se passe bien. Les élus respectent... Ça se passe pas si bien que ça. Enfin, les élus respectent le roi, Louis XVI. Pas tant que ça. Mais de quand date justement la rupture entre le roi et les révolutionnaires? Du serment du Jeu de Paume ou... Oui, elle date en fait du tard. 17 juin, d'un serment qu'on a tous oublié, qui est cette fameuse journée du 17 juin aux États généraux, par lequel les députés du tiers-État se constituent. Donc Louis XVI convoque les États généraux. Le royaume est constitué de 3 ordres. L'ordre du clergé, l'ordre de la noblesse et l'ordre du tiers-État, qui chacun se réunissent dans leur chambre et qui ne sont pas d'accord sur la façon de procéder. Les tiers-États veulent une délibération collective des 3 ordres, et sachant qu'ils seront majoritaires dans la mesure où le roi a consenti au doublement des députés du tiers-État, ils sont 600, alors que chacun des 2 ordres est représenté par 300 députés. Et évidemment, les ordres qu'on appellera très vite privilégiés, alors qu'il y a des privilèges dans tous les domaines, sous l'Ancien Régime, y compris au sein du tiers-État, peu importe. Et donc, les États généraux commencent par un blocage auquel le roi ne peut pas grand-chose, et qui va aboutir en fait à une transgression voulue par les députés du tiers, qui le 17 juin, sur la proposition de l'abbé Sieyès, on discutera pas mal pour savoir quel nom on adoptera pour rebaptiser cet ordre du tiers-État, qui décide donc, in fine, de se constituer Assemblée nationale. Et à partir de ce moment-là, au fond, la souveraineté passe brutalement de la tête du roi à la tête de la nation. C'est-à-dire, ce sont désormais les députés du tiers-État, devenus députés de la nation,
qui incarne la nation et non plus le roi. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas retenu, et on prête pour la première fois serment à la romaine, comme on le prêtera, selon le fameux tableau de David, 3 jours plus tard, le 20 juin, au Jeu de Paume. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas retenu cette journée? Parce que la Révolution va se constituer sur un principe qui est le principe de l'unité, de l'indivisibilité de la nation, d'un unanimisme national qui n'est pas vérifié le 17 juin, parce qu'une très forte minorité de députés du tiers votent contre cette résolution de la BCIS de se constituer en Assemblée nationale sans demander pour autant son avis au roi ni aux 2 autres ordres du royaume. Donc c'est une décision unilatérale, brutale, soudaine et absolutiste dans un certain sens. Et donc un certain nombre de députés, ils sont 90 sur quelques 500, vont décider de voter contre. Alors que le 20 juin, la quasi-totalité, à une exception près, des députés du tiers qui se réunissent dans la salle du Jeu de Paume pour, et c'est une étape supplémentaire, en jurant de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution au royaume. Donc on était Assemblée nationale le 17 juin, on devient Assemblée constituante le 20 juin. Ce serment-là, lui, est unanime, quasiment unanime. Et c'est pour cela que l'on va retenir le 20 juin plutôt que le 17 juin, à cause de ce principe d'unanimité et d'indivisibilité de la nation. On ne conçoit pas, au début de la Révolution, on n'a aucune expérience des assemblées parlementaires, et on ne conçoit pas qu'il puisse exister une minorité. Les décisions doivent être forcément votées à la majorité. Voilà. Et donc, de ce principe d'indivisibilité qui est posé dès les 17 et 20 juin 1789, naît la terreur au fond. Parce qu'à partir du moment où vous posez ce principe, vous êtes incapable de penser votre adversaire autrement, non pas comme un opposant, mais comme un traître ou comme un ennemi de ce qui deviendra la République. Et ce principe d'indivisibilité conduit tout droit à la terreur et à l'échafaud. On va élargir un petit peu nos horizons, si vous voulez bien, Emmanuel de Variesquel. L'Angleterre aussi a fait des révolutions. Elle a renversé et tué son roi. Pourquoi la France n'a-t-elle pas gardé un monarque constitutionnel? Pourquoi le roi absolu a-t-il été remplacé par une révolution absolue? Alors, vous pensez à Jacques Ier et à ce qui s'est passé en 1649. La différence entre la Révolution anglaise de 48-49, Cromwell, et la Révolution française, c'est que la Révolution anglaise ne remet pas en question le principe religieux qui sous-tend, le droit religieux qui sous-tend l'exercice du pouvoir monarchique. On met en cause le corps physique du roi, mais pas la royauté en tant que telle. L'anglicanisme, et Cromwell y adhérera, reste la religion officielle de l'Angleterre, alors que la Révolution française procède de l'exécution de ce que Cantor-Ovide s'appelle le double corps du roi. Le corps physique, mais aussi le corps intemporel, spirituel et éternel du roi. Voilà. Toute la Révolution et toute la tentative révolutionnaire est une tentative de remplacement d'une sacralité par une autre. Du passage d'une sacralité chrétienne à une sacralité républicaine. Ce qui est pas du tout le cas en Angleterre. Ce qui fait que très très vite, les Stuarts vont revenir au pouvoir quelques années après l'exécution de Jacques Ier. Et voilà pourquoi Charles règne en Angleterre aujourd'hui. Ouais. Et pourtant, il y a un petit sentiment quand même de ferveur royale en France. Hein, mais enfin... Oui, mais les Français, de ce point de vue-là, sont très schizophrènes. C'est-à-dire qu'ils rêvent de royauté tout en ayant furieusement envie de couper la tête du roi. Oui. C'est très étrange. On a un rapport vraiment schizophrénique à la monarchie. Alors, un autre mythe dont on pourrait parler, c'est bien sûr la Bastille. Hein, c'était une vieille prison où il y avait peu de prisonniers. Elle devait être démolie. Un commentateur moderne a même parlé de la méprise de la Bastille. Pourquoi ce petit fait divers a-t-il tellement été enflé, glorifié, célébré après coup? Alors, ça, c'est la prise de la Bastille, qui n'est pas une prise, par ailleurs, on va l'expliquer, qui s'inscrit dans une séquence qui va du 11 au 17 juillet 1789, après les événements dont nous venons de parler.
s'inscrit dans une séquence qui commence par une tentative de la part du roi et de ses conseils de reprendre la main sur la révolution. Il y en a déjà eu quelques-unes qui ont toutes échoué. Et donc le roi décide du renvoi de son principal ministre, dans lequel il n'a pas confiance, qui est ce banquier genevois Jacques Necker, qui a des idées différentes de celles du roi. Les conseils du roi sont très très divisés. Le roi est dans une situation de faiblesse absolue, ne serait-ce que parce qu'il a perdu son fils aîné à Meudon le 4 juin, en plein début de la Révolution, et qu'il a toujours eu l'habitude de gouverner sur le principe du ministériat, c'est-à-dire avec un principal ministre auquel il accordait sa confiance. Ça a été le cas avec Maurepas, avec Vergennes, avec Calonne, mais il a perdu ces hommes-là. Il a été obligé de faire appel à Necker, dans lequel il n'a aucune confiance. Et donc, le 11 juillet, il décide de renvoyer Necker, ce qui va créer une sorte d'ébullition dans un contexte de crise frumentaire et fiscale, qui sont les vieilles crises d'Ancien Régime qui traversent tout le XVIIIe siècle. Le blé est très cher à Paris. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle la soudure des deux récoltes de 88 et 89 se fait mal à cause d'un été très très chaud en 88 et d'un hiver extrêmement rigoureux en 89. Et donc, ce qui se passe en réalité, à partir dans la nuit du 12 au 13 juillet 1789, les faubourgs parisiens, à commencer par le faubourg Saint-Antoine, mais aussi le faubourg Saint-Martin, marchent sur les barrières de Paris. Vous savez, le mur murant Paris rend Paris murmurant. C'est-à-dire, il en existe encore quelques-unes qui ont été construites par Ledoux, à Denfert-Rochereau par exemple, on en voit encore une. Ce sont ces barrières d'octroi qui ont été construites à la demande de la Ferme Générale, qui est cette association de banquiers privés qui est chargée de lever les impôts indirects pour le roi, notamment les impôts sur les boissons et sur les denrées alimentaires, et qui donc prélève des taxes à l'entrée de Paris, à ces fameuses barrières d'octroi, d'où l'extrême impopularité de ces barrières. Et la première réaction du peuple, dans ce contexte de permissivité, c'est au fond le roi est nu, il n'a quasiment plus d'armée ni d'administration, tout ça part en quenouille à la débandade, et dans ce contexte de grande permissivité, de hausse du prix du blé, quelques dizaines de milliers de Parisiens sur une population de quelques 600 000 habitants vont marcher, avec beaucoup de contrebandiers aussi là-dedans, vont marcher sur les barrières de Paris, tuer les fonctionnaires de l'octroi et incendier les barrières de Paris. Et l'événement principal, c'est pas la prise de la Bastille, c'est cet événement-là. Mais cet événement-là va être passé sous silence et oublié parce que il s'inscrit dans un vieux cycle de révolte populaire qui n'a absolument rien à voir avec le renversement de souveraineté qui va être glorifié par la Révolution française et qui constitue le socle même de cette nouvelle légitimité révolutionnaire. Et dans ce contexte-là, après cette prise des barrières, cet incendie des barrières, sur un fond de rumeurs d'un danger que représenteraient les régiments du roi qui encercleraient Paris, et dont on disait qu'ils entreraient à main armée de vive force dans la capitale, les Parisiens vont chercher à s'armer. Ils vont donc mettre la main sur les dépôts de fusils entreposés aux Invalides, mais très vite s'apercevoir qu'il leur manque des cartouches. Et ils vont apprendre très rapidement que sont entreposés dans l'une des tours de la Bastille, cette vieille prison d'État, des barils de poudre, quelques 200 barils de poudre. Et voilà la raison pour laquelle les Parisiens vont marcher sur la Bastille. Non pas comme on le réinterprétera par la suite, parce que la Bastille est l'antre des tyrans ou le symbole absolu de l'arbitraire monarchique, mais pour des raisons tactiques et militaires, parce qu'à la Bastille se trouve de la poudre. Et on sait très bien que cette, entre guillemets, prise de la Bastille a fini par aboutir à une réédition de la part de son gouverneur, le marquis de Launay, qui à 5 heures de l'après-midi, le 14 juillet 1789, fait abaisser le pont-levis et ouvrir les portes. Delaunay est complètement abandonné à lui-même. Il commande une escouade de quelques 50 gardes suisses et invalides. Il a perdu la tête. Et au bout d'un certain nombre de négociations,
il va finir affolé, il va finir par se rendre. D'où le mot d'une très grande cruauté de Rivarol, Monsieur Delaunay avait perdu la tête bien avant qu'on ne la lui coupe, parce que évidemment son sort va mal se terminer. Et donc la Bastille n'a pas été investie parce que c'était un symbole de la tyrannie. Elle n'a pas été investie pour des raisons politiques et idéologiques, elle a été investie pour des raisons militaires et tactiques. Mais dans la mesure même où cette marche du peuple sur la Bastille est le signe de la maîtrise politique, de la maturité politique du peuple parisien, on va en faire l'acte de naissance de la souveraineté du peuple. Voilà pourquoi, dans les jours qui vont suivre cette soi-disant prise de la Bastille, on va la réinventer comme l'événement fondateur de la souveraineté du peuple, et ceci sera largement diffusé par un homme très intéressant qui s'appelle François Pallois, qui va s'octroyer le droit de démolition de la forteresse et qui va faire de ses ouvriers autant de missionnaires de la liberté au service de sa propre gloire et aussi au service des libertés ou de la liberté révolutionnaire. Merci beaucoup, Monsieur Varesquiel. Pardon d'avoir été un peu long. Oui, non, mais tout ça est passionnant, mais nous allons poursuivre cet entretien la semaine prochaine, car il nous reste encore de nombreux moments mythiques de la Révolution française à découvrir. Je rappelle à nos auditeurs que votre ouvrage, Emmanuel de Varesquiel, s'appelle « Il nous fallait des mythes, la Révolution et ses imaginaires de 1789 à nos jours ». C'est paru chez Talandier. Et récemment, en plus, vient de paraître un autre ouvrage qui n'a rien à voir, tout à fait différent. « Rien ne se passe, tout s'oublie. Réflexion sur le temps présent », également chez Talandier. Nous retrouverons Emmanuel de Varesquiel la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.